Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, les agents de la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP du sud du Togo se forment depuis ce matin sur le respect des libertés individuelles et collectives en période d'état d'urgence sanitaire. Une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La journée mondiale de la sécurité des patients 2020 est observée ce jeudi. L'Organisation mondiale de la santé invite les gouvernements à penser à la sécurité des travailleurs de la santé. Au Mali, la junte souhaite une transition militaire. Elle l'a officiellement déclaré hier lors d'une conférence de presse. Et puis sport football, pour un meilleur devenir du métier d'entraîneur, une assemblée générale est prévue samedi prochain à Lomé. L'encadrement technique des joueurs de football entend mieux définir les règles de sa profession. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La 19e rencontre hebdomadaire de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 avec la presse s'est tenue hier à Lomé. Cette séance a été marquée par le témoignage poignant du ministre des Enseignements primaires et secondaires. Afo Achadedi était présent à ce point de presse en tant que patient guéri de la Covid-19. Juliette Kamde. Le ministre Afo Achadedi a expliqué en détail les symptômes depuis les premières apparitions qui l'ont d'ailleurs d'abord fait penser au paludisme jusqu'au test du coronavirus qui s'est révélé positif. J'ai fait la maladie parce qu'il y a des porteurs asymptomatiques. Mais moi j'ai eu les symptômes. J'ai été indisposé, j'avais un palu que je traitais pendant 8 jours. De temps en temps, il m'est arrivé d'avoir des fractions de secondes de vertige. De quelques fractions de secondes. Je me commençais à me poser des questions. Vraiment, le palu là, il est terrible. Ou bien c'est les signes de neuroparie. 8 jours après, un lundi, à 13h30, 14h, j'étais à mon bureau. J'ai commencé à sentir froid, j'ai éteint la clim. Jusqu'au soir, je ne me sentais pas bien. Je me dis, le palu là, il s'accentue. Mardi, pareil. Mercredi, nous étions à une manifestation où il y avait du monde. Vers 16h, j'ai commencé à avoir sérieusement des vertiges. Comme c'est au sein de la population, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe ici. J'étais avec un collègue ministre et je lui ai demandé de m'accompagner à ma voiture. Je me sentais très, très, très faible. Sans ce moment que j'ai eu l'idée, j'ai dit, ok, je vais appeler le coordonnateur, le colonel Djibril, pour lui dire, j'aimerais qu'il envoie quelqu'un demain matin pour me faire une goutte épaisse. Mais surtout, j'ai l'impression, je ne sais pas, il faut vérifier, mais il me faut faire un prélèvement, un test de Covid. C'est ainsi que le jeudi matin, il m'a envoyé 2 médecins qui sont venus me faire le prélèvement. Le lendemain matin, vendredi, je reçois les résultats. Et c'est là que c'était avéré qu'effectivement, j'étais infecté par le virus. Dès lors, toutes les dispositions ont été prises pour faire des prélèvements dans son entourage et prendre en charge tous ceux qui étaient Covid-19 positifs comme lui. Il faut aussi souligner que le ministre Afo Achadedi a eu d'autres symptômes comme la toux, des essoufflements, la diarrhée et un scanner a indiqué qu'il a eu des lésions au poumon. Après un séjour d'une vingtaine de jours dans le centre de prise en charge du CHU Campus, plusieurs nouveaux tests ont révélé son rétablissement. Le ministre a souhaité témoigner pour faire taire les rumeurs et surtout passer un message à ceux qui, malheureusement, pensent encore que le coronavirus n'est qu'une invention. Je suis là pour vous dire mon vécu, dire à toute la population que le virus, il est là, que c'est une réalité. Nous devrons prendre conscience, parce que j'entends des fois, surtout dans ma région, il y en a qui disent jusqu'aujourd'hui que c'est des histoires. Cette maladie-là, c'est chez les Blancs. Il n'y a pas ça au Togo.
Le professeur colonel Djibril Mohamed a pour sa part fait le point sur les dernières évolutions de la maladie au Togo et exhorté les populations à ne pas fléchir dans le respect des mesures barrières. Au mois d'août, nos chiffres étaient beaucoup plus élevés par rapport aux autres mois parce qu'il y a eu des relâchements, parce que certains pensaient que la maladie est finie. Actuellement, les chiffres sont en train de se stabiliser et nous pensons avec la sensibilisation que progressivement nous allons voir pour le débouclage ou du moins l'allègement. Dans notre stratégie de lutte, il y a la prévention et dans la prévention, nous allons renforcer la sensibilisation, continuer par éviter que le virus arrive sur notre territoire. Donc nous renforçons nos activités au niveau des frontières, notamment à l'aéroport, mais aussi au port. Et au niveau des frontières terrestres, nous attendons l'harmonisation de la CEDEAO pour qu'on puisse ensemble s'entendre pour ouvrir ces frontières. Et justement, en parlant de la pandémie de Covid-19, elle fait actuellement partie des plus grands défis et des plus grandes menaces auxquelles l'humanité est confrontée. Et c'est la plus grande crise pour la sécurité des patients jamais connue dans le domaine des soins de santé. Et pour pouvoir soigner en toute sécurité, il faut un personnel bien informé, compétent et motivé. À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020, l'Organisation mondiale de la santé OMS met l'accent sur la sécurité des travailleurs de la santé qui est une priorité pour la sécurité des patients. Édouard Sounou. Tout à fait. L'OMS exhorte toutes les parties prenantes à défendre la sécurité des agents de santé. En effet, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les gigantesques difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés partout dans le monde. Travailler dans des conditions éprouvantes augmente notamment le risque d'être infecté et de contribuer à des flambées épidémiques dans les établissements de santé, d'avoir un accès limité aux équipements de protection individuelle ou de mal les utiliser et de provoquer des erreurs pouvant nuire aux patients et aux soignants. Dans de nombreux pays, les agents de santé sont davantage exposés aux risques d'infection, d'actes de violence, d'accidents, de stigmatisation, de maladies et de décès. Il s'agit donc, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé des patients 2020, de sensibiliser l'opinion mondiale à l'importance de la sécurité des agents de santé et de ses liens avec la sécurité des patients, d'amener tous les acteurs à prendre des mesures urgentes et durables pour faire de la sécurité des agents de santé une priorité en matière de sécurité des patients et de récompenser comme il convient le dévouement et le travail des agents de santé, en particulier dans le contexte actuel de la lutte contre la Covid-19. Rappelons que la Journée mondiale de la sécurité des patients a été instituée par la 72e Assemblée mondiale de la santé en mai 2019. Coronavirus toujours, après la partie septentrionale du Togo, le 11 septembre dernier, c'est au tour de la région méridionale du pays. Les agents de la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP du sud du Togo se forment depuis ce matin sur le respect des libertés individuelles et collectives en période d'état d'urgence. La FOSAP veut concilier la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et les exigences des droits fondamentaux du citoyen. Edmond Sogba. Ils sont une centaine d'agents de la FOSAP des régions des plateaux et maritimes à bénéficier de cette formation pour bien conduire leur mission. D'éminents professeurs de droit vont entretenir les participants sur la notion d'état d'urgence et des libertés individuelles et collectives, de même que sur l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur la jouissance des droits de l'homme. Blaise Comlan Narté Messan, secrétaire général de la CNDH. Le projet, en fait, se situe donc dans le cadre de la contribution de la Commission nationale des droits de l'homme à la lutte que le Togo mène contre donc la propagation du coronavirus. Donc cela amène à prendre un certain nombre de mesures et ces mesures-là, bien évidemment, sont de nature à restreindre les libertés de nos concitoyens. Alors, il faudrait qu'on explique bien comment est-ce qu'il est possible de restreindre les libertés des citoyens tout en préservant le minimum. Il y a des principes qui gouvernent donc la mise en œuvre de l'état d'urgence. Donc la Commission nationale, en tant qu'institution qui promeut les droits de l'homme et la protection des droits de l'homme, a vu qu'il était important que nous puissions renforcer les capacités de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre l'ensemble des mesures que le gouvernement prend.
Le commandant de la FOSAP, colonel Amana Kodjo, donne des précisions sur la tâche que la force accomplit quotidiennement. Nous nous réjouissons parce que nous avons participé à maîtriser cette maladie au Togo. Le gouvernement a très bien géré cette situation et nous avons aussi apporté notre contribution. Et les résultats, c'est notre positionnement par rapport à cette maladie et par rapport aux pays de la sous-région et du monde entier. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu une augmentation du nombre de cas positifs et de décès. Pas de difficulté majeure, mais il en existe. Cette difficulté est essentiellement due à l'incivisme, à la méconnaissance de la maladie par une partie de nos concitoyens et aussi surtout par le relâchement constaté ces derniers temps. La FOSAP, la force spéciale mixte anti-pandémie, composée de 5000 hommes et femmes, policiers, gendarmes et militaires, œuvre depuis l'apparition du premier cas positif de coronavirus au Togo pour le respect des mesures barrières, seul moyen pour l'instant de lutter contre la maladie. Parlons protection de l'environnement à présent. La commune du Golfe 7 a procédé ce matin au lancement du projet de reboisement et de restauration des paysages forestiers. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique prôné par le gouvernement. Kovek aussi, 3e adjoint au maire du Golfe 7. Ce projet consiste à mettre des jeunes plants dans notre commune pour que nous puissions réduire les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique qui fait que notre écosystème de jour en jour est dégradé. Aujourd'hui, sur le site, nous avons planté 250 plants qui seront entretenus par la population, par les conseillers de la commune Golfe 7. Nous incitons toute la population du Golfe 7 à prendre soin de ces plants pour que le reboisement que nous voulons faire puisse être une réussite parfaite. Cette cérémonie a donné l'occasion au maire de la commune Golfe 7, Aimé Dikounou, de mettre en terre un jeune plant. Ce geste sera suivi par les autres autorités communales. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Mali, la junte souhaite une transition militaire. Elle l'a officiellement déclaré hier lors d'une conférence de presse. Mais ils sont désormais obligés de tenir compte de l'avis de la CEDEAO qui exige un civil comme président et comme premier ministre. Tout en laissant une porte ouverte donc à de possibles ajustements, la junte insiste sur le caractère inflexible de la CEDEAO. Le débat n'est donc pas encore tranché. Les discussions se poursuivront. Le collège composé notamment de civils chargés de désigner le président et le premier ministre de la transition est quasiment déjà nommé par la même junte. La semaine prochaine, l'envoyé de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, sera de retour à Bamako pour prendre notamment connaissance des propositions de la commission de nomination des membres. En Gambie, le Trésor américain a annoncé mardi soir que des sanctions financières ont été appliquées à l'ex-première dame de la Gambie, Zineb Souma Yaya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale depuis février 2017. L'épouse de l'ancien président gambien est soupçonnée de contrôler de nombreux avoirs aux États-Unis. Depuis décembre 2017, les avoirs de l'ancien président gambien aux États-Unis avaient déjà été gelés. Même chose en Gambie où les autorités l'accusent d'avoir détourné près de 50 millions de dollars des caisses de l'État. Et puis au Gabon, malgré un malaise qui a empêché son interrogatoire lundi dernier, le maire de Libreville, Léandre Nzoué, est finalement en prison depuis mardi. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville par le procureur de la République qui l'a inculpé entre autres pour détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. À la tête de la mairie de la capitale gabonaise depuis 19 mois, Léandre Nzoué, 63 ans, cadre du parti au pouvoir, aurait détourné plus de milliards de francs CFA. Il risque une lourde peine de prison. Sport Football, mieux jouer son rôle d'entraîneur de football. Les responsables de l'encadrement technique des joueurs seront en assemblée générale samedi prochain à Lomé. Les termes d'un contrat de travail seront à la une des échanges. Théophile Dantako. L'Association des entraîneurs de football du Togo tient samedi prochain à Lomé son assemblée générale ordinaire et statutaire. À travers cette rencontre, l'association veut définir de nouvelles formules
pour la bonne marche du métier d'entraîneur. Les responsables envisagent également de trouver des solutions aux problèmes liés notamment au contrat. Donald Haliaki, secrétaire général de l'Association des entraîneurs de football du Togo. Les entraîneurs travaillent sans contrat et aujourd'hui nous voulons vraiment mettre fin à tout cela. Donc nous avons proposé un contrat type que nous allons présenter à nos collègues au cours de cette Assemblée générale. Patrice Agboli et Komlan Aziamale sont désormais à la tête des districts Lomé Golf et d'Agwenive. Ils ont été élus mardi dernier lors d'une Assemblée générale. Patrice Agboli, président du district de football Lomé Golf, promet un nouveau souffle du football de ce district. Nous allons chercher rapidement un local pour abriter le siège. C'est le premier chantier à faire et je crois que nous allons nous battre pour le faire. Et ensuite, mettre les commissions compétentes pour que lorsque l'état d'urgence sanitaire sera élevé et que nos autorités compétentes nous donnent l'ok de relancer le football, nous allons démarrer nos activités. Mais nous allons mettre également l'accent sur la formation. Vous savez, lorsqu'il y aura des formations, il faudrait que nous formons les secrétaires généraux et les encadrements, ou bien les staffs dirigeants de chaque équipe membre du district. Je crois qu'il y a aussi un chantier qui est devant nous, c'est les élections des organes juridictionnels. De son côté, Komlan Aziamale table sur un siège permanent pour le district d'Agwenive. Nous allons penser au siège et après penser au secrétariat général. Et après, nous allons rassembler les clubs, discuter, les expliquer encore nos projets. A noter que c'est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, le docteur Pierre Lamadougou, qui a dirigé les travaux. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que les agents de la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP du sud du Togo se forment depuis ce matin sur le respect des libertés individuelles et collectives en période d'état d'urgence sanitaire. Et puis la journée mondiale de la sécurité des patients 2020 est observée ce jeudi. L'Organisation mondiale de la santé invite les gouvernements à penser à la sécurité des travailleurs de la santé. Rubrique sensibilisation coronavirus, c'est avec Juliette Kandé. Infecté par le coronavirus, le ministre des enseignements primaires et secondaires, Afo Achadezi, raconte son histoire après guérison. Un témoignage que je vous propose de suivre. Je vous annonce et je vous confirme que j'étais infecté par le virus. J'ai fait la maladie. Il y a des porteurs sains, je peux dire, des porteurs asymptomatiques. Mais moi, j'ai eu les symptômes. Et si je suis là, c'est pour témoigner et vous dire mon vécu. Dire à toute la population que le virus, il est là, que c'est une réalité. J'ai été indisposé. J'avais un palu que je traitais. De temps en temps, il m'arrivait d'avoir des fractions de secondes de vertige. J'ai même commencé à me poser des questions. Vraiment, le palu là, il est terrible. Ou bien c'est les signes de neuroparie. Un lundi, 8 jours après, lundi à 13h30, 14h, j'étais à mon bureau. J'ai senti un froid. J'ai éteint la clim. Je me dis, ah, le palu là, il s'accentue. Mardi, pareil. Mercredi, nous étions à une manifestation où il y avait du monde. Vers 16h, j'ai commencé à avoir sérieusement des vertiges. Comme c'est au sein de la population, je me suis dit, il ne faut pas que je tombe ici. J'étais avec un collègue ministre et je lui ai demandé de m'accompagner à ma voiture. Pour marcher de là à ma voiture, j'ai dandiné. J'ai pu arriver à ma voiture, je suis rentré directement chez moi. Vers 18h30, moi qui avais froid, maintenant j'ai chaud. Je mets la clim à fond. Malgré ça, j'ai transpiré. Et j'ai demandé à mes garçons, 2 garçons, la clim ne suffisait pas. Il fallait prendre des éventails parce que j'avais besoin d'air. J'avais le vertige intensement, je transpirais et à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal au ventre, comme si je sentais la diarrhée. Et ça s'accentuait. Je me suis levé pour aller aux toilettes. J'ai dandiné à ma tenue pour arriver aux toilettes. J'ai passé 45 minutes aux toilettes. Et pendant ce temps, on continuait à me ventiler. Et tout d'un coup, je me suis senti soulagé. Le vertige est parti. Mais je me sentais très faible. Sans ce moment que j'ai eu l'idée, j'ai dit ok, je vais appeler le coordonnateur, le colonel Djibril. Je l'appelle pour lui dire depuis plus d'une semaine, je sens un palu. Mais j'aimerais
qu'il envoie quelqu'un pour me faire une goutte épaisse. Mais surtout, j'ai l'impression, je ne sais pas, il faut vérifier, mais il me faut faire un prélèvement, un test de Covid. C'est ainsi que le jeudi matin, il m'a envoyé 2 médecins qui sont venus me faire le prélèvement. Ils sont partis 8h, 8h30. Je suis parti au bureau, mais je me sentais vraiment très affaibli et j'avais mal. Mais j'ai travaillé jusqu'à 14h30, 15h. Et c'est là que je suis retourné à la maison pour aller me coucher. Le lendemain matin, vendredi, je reçois les résultats. Et c'est là que c'était avéré qu'effectivement, j'étais infecté par le virus. C'est un extrait d'un témoignage assez poignant. Vous suivrez la suite dans un prochain numéro. Restons vigilants, respectons les gestes barrières. Le virus est invisible, on peut le choper partout. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg